Ce soir à l'émission, un nouvel événement pour Moisson-Laurentide, le Grand Bedon. C'est vraiment l'opportunité de la communauté de se rassembler dans un événement festif qui est un petit peu différent des autres modèles de collecte qu'on a ou qu'on voit d'habitude dans des banques alimentaires, en fait. Et Saint-Jérôme tient la 2e édition de son Salon de l'emploi. Une quarantaine d'employeurs qui sont à la recherche de personnes qui voudraient travailler en quelque part. En entrevue, je discute avec Rosiane Arsenault à propos de la grande révision d'Alloprof. 30% des élèves de 5e secondaire qui échouent à l'examen du ministère en écriture. Je m'entretiens également avec Maître Patrick Martin-Ménard qui nous parle de garde préventive prolongée et de recours collectif. Donc, on a exercé une action collective pour obtenir compensation pour ce délai excessif. Enfin, Caroline Dionne fait le point sur les négociations entre le gouvernement Legault et les médecins omnipraticiens du Québec. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec craint qu'avec ces codes de couleur-là, les patients avec une cote verte ou jaune n'aient plus de médecin de famille attitré. Bienvenue à Accès Local. Mardi 6 mai 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, la Banque alimentaire Moisson-Laurentide lance un nouvel événement qui s'appelle le Grand Bedon. Ça aura lieu cet été. Qu'est-ce que c'est exactement? Le Grand Bedon, c'est un événement festif, donc qui s'adresse à toute la famille. Ça se déroulera le 14 juin, entre 10 et 16 heures au parc équestre de Blainville. L'objectif du Grand Bedon est de sensibiliser la population à la problématique de l'insécurité alimentaire et d'amener le sujet sous un angle plus léger, rassembleur aussi. On écoute à ce propos Jennifer Nadreau, coordonnatrice aux communications chez Moisson-Laurentide. C'est pour ça qu'on l'a créé, parce que c'est vraiment l'opportunité de la communauté de se rassembler dans un événement festif qui est un petit peu différent des autres modèles de collecte qu'on a ou qu'on voit d'habitude dans des banques alimentaires, en fait. Donc là, on veut vraiment aller chercher les familles, les jeunes, des tout petits aux plus grands. Et qu'est-ce qu'on a au programme de cette journée-là? Alors déjà, il y a des jeux gonflables, des jeux d'adresse aussi, différents ateliers et des prestations musicales, notamment de l'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides. Pour l'heure du dîner, de la nourriture sera disponible sur place en échange d'une contribution volontaire et les profits reviendront entièrement à la mission de Moisson-Laurentide. Et le prix d'un billet d'entrée, bien, il suffit d'apporter une denrée non périssable avec soi à donner à l'entrée. Le point fort de la programmation, c'est sans aucun doute la course sans fin. On écoute à ce propos Mme Nadreau. Je pense peut-être même une première qu'on voit au Québec, là, une course de panier d'épicerie où ce que chaque entreprise locale ont déversé un montant pour obtenir, dans le fond, un panier qu'ils vont pouvoir personnaliser à l'effigie de leur entreprise ou à leur goût. Plusieurs épreuves sont prévues, des courses à obstacles et aussi une course de vitesse. Il reste quelques places disponibles pour les entreprises intéressées. Le milieu corporatif est très important pour l'organisation du Grand Bedon. Ce sont une quarantaine d'entreprises qui sont partenaires de l'événement. Et le dévoilement de cette programmation-là, Clara, ça coïncide avec une période creuse pour Moisson-Laurentide. Oui, historiquement, le printemps est une période plus difficile pour les banques alimentaires, même si depuis quelques années, la demande ne fait qu'augmenter chez Moisson-Laurentide et ça à n'importe quel moment de l'année. La difficulté au printemps, c'est de trouver des produits frais. En ce moment, l'organisme dépend d'une subvention du gouvernement pour offrir des fruits et légumes aux bénéficiaires des services. La générosité du temps des fêtes est passée aussi et pas si loin derrière jusqu'à présent. Et depuis 23 ans, Moisson-Laurentide organisait la grande collecte au printemps. D'après Mme Nadreau, le temps était venu pour la Banque alimentaire de changer de modèle. Ça a été un grand succès là, pendant plusieurs années. Cependant, on était à un certain point tournant où on pouvait voir l'essoufflement de cet événement de collecte qui n'est pas si longtemps après la grande guignolée qui se retrouve en décembre. Donc là, c'était vraiment une façon repensée d'aller vraiment chercher le public à venir s'informer sur l'insécurité alimentaire. Voilà, Claude, 14 juin, donc à Blainville, reporté au lendemain en cas d'orage. Tous les renseignements se trouvent sur le site de Moisson-Laurentide. D'ici là, le 20 mai prochain, l'organisme organise son tournoi de golf annuel, un autre événement de financement important. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du Salon de l'emploi de Saint-Jérôme. À plus tard, Claude.
Mirabel se classe au premier rang des 10 villes du Québec comptant entre 50 000 et 99 999 habitants pour son indice de vitalité économique. Cette donnée provenant d'un récent bulletin de l'Institut de la statistique du Québec pour l'année 2022 a été déterminée à partir de 3 indicateurs, soit le taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans, le revenu médian de la population de 18 ans et plus et le taux d'accroissement annuel moyen de la population sur une période de 5 ans. À l'échelle du Québec, Mirabel se positionne au 16e rang avec un indice de vitalité de 17,39. Sonia Bélanger, députée de Prévost, ministre responsable des aînés, déléguée à la santé et responsable de la région des Laurentides, annonce qu'une somme de 740 350 $ a été accordée à la municipalité de Sainte-Sophie pour l'agrandissement et la mise aux normes de la caserne de pompiers Gérald de Beauchamp. Cet agrandissement d'environ 130 mètres carrés accueillera une salle de repos et de formation, des vestiaires et des espaces de rangement. De plus, la partie existante sera rénovée et un système de ventilation et d'échangeurs d'air sera installé. La fin de l'année scolaire arrive à grands pas et apporte son lot de fébrilité, sinon l'angoisse que d'aucuns ressentent en songeant à l'épreuve ministérielle de français, tant et si bien que l'organisme Alloprof leur propose un nouvel outil appelé la Grande Révision. J'en discute avec Rosiane Arsenault, qui est experte en technopédagogie. Madame Arsenault, bonsoir. Bonsoir, M. Desjardins. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est votre boulot? Qu'est-ce que ça fait une experte en technopédagogie? Écoutez, mon rôle chez Alloprof, c'est de donner des orientations pédagogiques à la production de nos outils, les parcours d'apprentissage, les jeux, les fiches notionnelles et aussi avec notre grande révision, là, cette initiative pour préparer les élèves aux examens. Ouais. Donc, c'est de donner des orientations pour s'assurer qu'on ait le maximum d'impact en termes d'apprentissage. Bon, l'initiative de la grande révision, justement, ça fait suite à ce constat que le taux de réussite à l'épreuve ministérielle de français est en baisse depuis 2023. Quelle est l'analyse que vous en faites et quelles sont les conclusions que vous en tirez? Notre rôle, c'est pas vraiment de faire l'analyse, mais c'est vraiment d'apporter des solutions. Effectivement, on est conscient de la baisse du taux de réussite à l'épreuve ministérielle de 5e secondaire. En 2023, on avait un taux de réussite d'environ 74-75 74,8 si je me trompe pas, et ça a diminué en 2024 avec 70,7 de réussite. Ça veut dire qu'il y a 30 des élèves de 5e secondaire qui échouent à l'examen du ministère en écriture. Et cet examen-là est quand même assez important parce qu'il compte pour 50 de la note finale en écriture pour la 5e secondaire, puis est déterminant pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Donc, c'est vraiment là qu'on a voulu apporter une aide aux élèves pour bien se préparer et augmenter leurs chances de réussite. Et si j'ai bien compris, on n'observe pas la même baisse dans d'autres matières. C'est vraiment le français là, qui est problématique. Le français, c'est une matière quand même à la fois très, très importante parce qu'elle est transversale. Hein? On utilise le français dans toutes les matières pour parler, pour écrire, pour lire. Puis en même temps, c'est une matière qui comporte quand même une certaine difficulté. Le critère le moins bien réussi, c'est le critère de l'orthographe. Donc, l'orthographe du français est dite opaque, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'écrire le même son. Hein. Juste dans le mot saucisse, il y a 3 manières d'écrire le son S, hein, avec un S, 2 S ou un C. Donc, imaginez combien ça peut être difficile pour les élèves de bien écrire. Là. En plus, ils doivent se concentrer sur un sujet, répondre à une consigne d'écriture, écrire en 5e secondaire 500 mots. Donc, il y a plusieurs facteurs qui augmentent le niveau de stress, disons. OK. Bon, la grande révision, c'est un exercice que vous proposez aux élèves de secondaire 2 à 5. Qu'est-ce que ça contient? Qu'est-ce que vous avez à offrir aux jeunes? Avec la grande révision, on a conçu 6 capsules vidéo donnant des trucs, astuces, des stratégies aux élèves de 2e et de 5e secondaire pour se préparer aux examens du ministère. Et ça a culminé hier soir avec un grand événement en direct, un grand live qui a eu lieu sur TikTok et Instagram. On est vraiment content du résultat. Ça a été vraiment un beau succès. Il y a 20 000 personnes qui se sont connectées sur TikTok et Instagram pour écouter les 2 événements. Là, il y en avait un à 19h pour la 2e secondaire, un à 20h pour la 5e secondaire. Donc, on est vraiment content de l'impact. Et quelles sont les questions qui revenaient le plus souvent? 20 000 personnes, c'est quand même beaucoup parce qu'il y avait une interaction avec vous. Oui.
Oui. On avait des questions qui arrivaient en direct. Donc, on était vraiment en contact, l'humoriste Dom Babin et moi, on était vraiment en contact direct avec les élèves qui nous écoutaient, donc ils pouvaient poser leurs questions. On a eu des questions de différents ordres, vraiment sur le contenu, la structure du texte, comment enchaîner ses idées, aussi comment bien gérer son temps, planifier son temps, des stratégies pour réviser le texte parce que c'est vraiment le moment clé où on vérifie l'orthographe des mots, les signes de ponctuation, la construction des phrases. Donc, comment maximiser son temps, utiliser des stratégies efficaces pour arriver au bout de nos 3 heures ou nos 3h15 là, avec le meilleur texte possible. Ouais. Et je sais là, que ceux qui l'ont raté pourront se reprendre en allant visiter le site web d'Alloprof. Il y a toutes sortes d'outils, pas seulement sur la grande révision, mais sur toutes sortes d'autres sujets. Rosiane Arsenault, experte en technopédagogie, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous. N'hésitez pas à aller voir nos retransmissions sur YouTube pour voir les contenus. Absolument, on va faire ça. Bonsoir. Bonsoir. Le constructeur d'autobus scolaires Lyon Électrique a procédé à la mise à pied de la quasi-totalité de ses employés, soit environ 148 sur 160. Cette nouvelle vient après la décision du gouvernement du Québec du 30 avril dernier de cesser d'investir des fonds publics dans l'entreprise. Jean-François Nadon, spécialiste en restructuration chez Deloitte, a affirmé hier devant la Cour supérieure du Québec que la liquidation des actifs de Lyon Électrique devient très probable. 5 prix ont été remis à des entreprises de la MRC de Thérèse de Blainville au gala régional du défi Ose entreprendre, tenu le 24 avril dernier au complexe Val d'Espoir de Mirabel. 4 entreprises de la région ont été récompensées, soit L'Avant-Champ, Gamotech, PAM Métal et Grillage Bollard, lauréats du prix Faire affaire ensemble. Les lauréats régionaux représenteront la MRC de Thérèse de Blainville et les Laurentides au gala national qui se tiendra le 11 juin à Québec. Ils auront la chance d'y gagner des prix pouvant aller jusqu'à 25 000 $. On va parler de santé publique avec Caroline Dionne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, depuis août 2024, les médecins omnipraticiens du Québec sont en négociation avec le gouvernement. Ça, c'est pour le renouvellement de l'entente cadre qui définit leurs conditions de travail. En fin de semaine, ils ont rejeté en bloc la proposition du gouvernement. Alors, quel est le principal point de discorde? Le principal problème, c'est la proposition du gouvernement de classifier les patients en fonction d'un système de couleurs. Alors, je vous explique. La couleur verte, ça serait attribué aux utilisateurs qui ont des problèmes mineurs de santé ou des problèmes épisodiques. La couleur jaune représenterait les patients avec des affectations mineures chroniques sans impact fonctionnel. Par exemple, hypertension, asthme ou obésité, par exemple. La couleur orange, ce serait associé aux affections modérées qui ont besoin de suivi régulier, comme par exemple troubles de santé mentale, cancer, maladies cardiovasculaires. Et le rouge serait attribué aux personnes qui ont des conditions complexes et des troubles de santé majeurs. Alors, c'est ce qu'on a proposé. Mais bon, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec craint qu'avec ces codes de couleurs-là, les patients avec une cote verte ou jaune n'aient plus de médecin de famille attitré. Mais le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit récemment que personne n'allait perdre son médecin et le premier ministre François Legault a corroboré cette affirmation. Mais il y a des médecins aussi qui ont dit dans les médias, il faut quand même continuer à suivre les patients en santé au cas où il y aurait des complications. On peut changer de couleur. Et ce qu'ils disent également, c'est que dans les bureaux de médecins, il y a de la prévention qui se fait. Donc, c'est très important de voir tout le monde. Autre point important, c'est que les codes de couleur seraient attribués par des fonctionnaires de la Société de l'assurance maladie en fonction de l'état de santé. Les médecins ne sont pas d'accord avec ça. Ils veulent pas le faire non plus et ils ne veulent pas non plus désinscrire des patients. Ouais. Bon, il est question aussi de rémunération là, dans cette négociation-là. Que pensent les médecins de famille des propositions patronales? Le gouvernement Legault, ce qu'il propose, c'est que 50% de la rémunération se fasse par capitation avec le système de code de couleur dont j'ai parlé. Donc, ils seraient rémunérés avec le nombre de patients qu'ils prennent en charge. Donc, ils auraient un montant fixe par patient. Ensuite, il y a un 30% qui serait à l'acte médical comme maintenant et un 20% à un taux horaire. Donc, Québec garantirait 75% de la rémunération et offrirait un 25% supplémentaire si les objectifs de performance sont atteints.
Par exemple, pour un patient vert, le médecin recevrait 12 $. Pour un patient jaune, 74 $, orange, 124 $ et patient rouge, 223 $. Donc, la Fédération est d'accord avec la révision du mode de rémunération, mais contre les codes de couleur, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt. Et en ce qui concerne la rémunération selon la performance, la Fédération n'est pas contre, mais dit ça prend des bons moyens. Il faut avoir les bonnes conditions pour performer, ce qui n'est pas toujours le cas avec notre système. Des fois, les infrastructures ou les équipements, tout ça, c'est pas au point. Mais bon, d'un autre côté, le gouvernement va faciliter la vie des médecins en réduisant les milliers d'actes qu'ils peuvent facturer à 10 seulement. Alors, ça va être plus simple. Bon, autre motif de rejet de la proposition de Québec, c'est l'iniquité salariale. Oui. Alors, les médecins omnipraticiens déplorent le fait que le gouvernement n'a pas lancé de travaux sur l'iniquité salariale entre les hommes et les femmes, contrairement à d'autres provinces. Les deux sexes reçoivent la même rémunération à l'acte, mais les femmes ne pratiquent pas de la même façon que les hommes. Donc, à la fin de l'année, mais ils n'ont pas le même revenu. Alors ça, c'est un point aussi qui entraîne de la discorde. D'accord. Bon, là, on vient de parler des médecins de famille. Il y a les médecins spécialistes aussi qui sont en négociation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce côté-là? Bien, on veut aussi revoir la rémunération. Donc, on veut que 25 % de l'enveloppe budgétaire soit remise en fonction d'indicateurs de performance collective aussi. Alors, ce serait plus seulement sur le paiement à l'acte ou à forfait, là, la rémunération. Donc, par exemple, on voudrait que 99 % des chirurgies soient effectuées dans un délai maximal d'1 an. 95 % des examens en imagerie médicale devront être interprétés moins de 5 jours après l'examen. On veut aussi qu'il y ait une exécution de 100 % des plans de couverture régionale pour les secteurs qui sont à risque de découverture critique. Il y aura aussi des délais maximaux pour une consultation avec un spécialiste. On sait que ça peut être long. On va aussi relier la performance des médecins avec la durée moyenne d'hospitalisation. Et ben, on va offrir un incitatif aussi si il y a une atteinte de ces objectifs-là. Mais là, les médecins spécialistes sont toujours en négociation, sont ouverts encore à négocier. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. Des milliers de personnes ont été retenues contre leur gré dans les départements de psychiatrie de nombreux établissements hospitaliers québécois, et ce, au-delà des limites prévues par la loi. Sachez qu'un montant de 8,5 millions de dollars a été obtenu dans le cadre d'une action collective pilotée par Maître Patrick Martin-Ménard, avocat en droit de la santé, qui est avec nous pour en parler. Maître Martin-Ménard, bonsoir. Bonsoir. Bon, je précise que les requérants dans cette affaire-là sont le Collectif pour la défense des droits en santé mentale et aussi un organisme qui s'appelle Action Autonomie. Faites-nous d'abord peut-être un bref rappel de cette démarche que vous avez vous-même qualifiée d'historique et qui concerne ce qu'on appelle la garde préventive prolongée. Oui, donc essentiellement, c'est une action collective qui vise principalement la question du respect des délais en matière de garde en établissement. Donc, on a constaté là, à travers des années que souvent, il y avait des gens qui étaient gardés au-delà des délais qui étaient permis par la loi. Dans le contexte de ce qu'on appelle la garde préventive. La garde préventive, ça, c'est le premier moment où la personne arrive à l'hôpital et elle est gardée contre son gré parce qu'un médecin juge que son état mental présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. Ouais. Elle peut être gardée contre son gré sans autorisation de la Cour pour un maximum de 72 heures, donc 3 jours. Au-delà de ça, ça prend l'autorisation de la Cour. Et ce qu'on constatait, c'est qu'il y avait souvent des gens qui étaient gardés parfois 4, 5, 6 jours contre leur gré à l'hôpital sans autorisation judiciaire. Donc, on a exercé une action collective pour obtenir compensation pour ce délai excessif. D'accord. Vous dites que ça concerne des milliers de personnes au Québec. Expliquez-moi, qu'est-ce qui a fait que les établissements retenaient les gens comme ça? Est-ce que c'est par négligence, par méconnaissance de la loi? Ou autrement dit, qu'est-ce que vous avez pu démontrer pour obtenir gain de cause là, dans ce dossier-là? Donc, d'abord, c'est important de mentionner qu'il n'y a aucune admission de responsabilité qui est rattachée à l'entente de règlement en cours. Donc, les établissements n'admettent pas quoi que ce soit. Ceci étant dit, ce que nous, on alléguait, c'est qu'il y avait vraiment une forme de négligence systémique à ce niveau-là. Donc, essentiellement, qu'on n'avait pas en place des façons de faire pour assurer que le respect du délai de la garde préventive, qui est bien clair dans la loi, soit respecté. Donc, et on a identifié, il y a différentes choses qui ont été faites. Donc, il y a des recherches statistiques qui ont été faites notamment par certains organismes comme Action Autonomie qui démontraient là, la durée moyenne des gardes préventives. Il y a des rapports du protecteur du citoyen, d'autres organismes qui ont été faits qui dénonçaient
justement des pratiques non respectueuses des droits des patients. Et nous, la position qu'on a à la base, c'est qu'évidemment, une garde en établissement, c'est quelque chose de fondamentalement attentatoire aux droits fondamentaux de la personne. Priver une personne de sa liberté, c'est quelque chose qui porte atteinte à ses droits fondamentaux. Et cela ne devrait, en fait, ne peut être fait que de façon conforme à la loi, dans le plus strict respect des provisions qui sont prévues. Oui, on comprend bien le préjudice qui a pu être causé, mais comment est-ce qu'on définit la notion du consentement? Parce qu'on peut dire oui après 72 heures, mais est-ce que le simple fait de dire oui dégage l'établissement de son obligation d'obéir à la loi? Encore faut-il que le consentement à demeurer à l'hôpital soit libre et éclairé aussi. Okay, donc, quand la personne est amenée à l'hôpital contre son gré, par exemple, par les policiers et maintenue sous garde préventive, mais se retrouve dans une situation où l'hôpital a sur elle un rapport de force. Et dans ce contexte-là, c'est bien important de s'assurer que la personne est bien au fait de ses droits. D'ailleurs, la loi oblige l'hôpital à divulguer un certain nombre d'informations aussi sur la situation de la personne, puis aussi de s'assurer justement que toute décision, tout consentement que la personne va faire va être fait librement. Bon, mener une action collective et la gagner, ça c'est une chose. Maintenant, il faut distribuer l'argent qui a été obtenu. On parle de 8,5 millions de dollars. Il faut dans ce cas souvent trouver des gens qui pourraient ne pas être au courant que cet argent-là leur revient. Est-ce que cette partie-là des choses se passe bien? Oui, ça se passe bien à date. Par contre, on veut vraiment faire tout en notre pouvoir pour s'assurer que les gens qui pourraient être admissibles à une réclamation puissent faire une demande. Il y a plusieurs de ces gens-là qui peuvent être très difficiles à rejoindre pour toutes sortes de raisons. Donc, moi, en fait, le message que je veux passer ici, c'est que si vous ou quelqu'un que vous connaissez pourrait être admissible à une réclamation, faites-le. Il y a un site Internet qui a été mis en place. Si vous cherchez sur Google recours collectif, garde en établissement, vous allez arriver sur le site de l'administrateur qui s'appelle Proactio. C'est un formulaire très simple à remplir en ligne. Il faut donner accès à un certain nombre de dossiers que l'administrateur va lui-même commander. Donc, tout ce que vous avez à faire, en réalité, c'est remplir le formulaire en ligne, signer les autorisations. Par après, dans un délai quand même qui va probablement prendre entre 8 et 12 mois, vous allez pouvoir avoir une réponse à savoir si vous êtes admissible ou non. Et si vous êtes admissible, à ce moment-là, c'est jusqu'à 1 000 $ par jour de garde. Oui, c'est quand même intéressant. Puis on peut se faire aider aussi. Il y a une foule d'organismes qui peuvent aider les gens à faire cette démarche-là. Ici, dans les Laurentides, c'est Droits et recours Laurentides. On a mis les adresses en bas d'écran. Maître Patrick Martin-Ménard, vous êtes avocat en droit de la santé. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. C'était la 2e édition du Salon de l'emploi de Saint-Jérôme. Jeudi dernier, vous étiez là. Oui, Claude, c'était l'occasion pour les entreprises de la région de trouver donc de la main-d'œuvre et pour des chercheurs d'emploi de trouver du travail, tout en répondant aux besoins grandissants de la région. Je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. On se trouve au Salon de l'emploi. C'est un rendez-vous que plus d'une quarantaine d'employeurs donnent aux citoyens de Saint-Jérôme, justement, qui sont à la recherche d'un emploi. Et ici, on a toute une variété d'employeurs, autant pour le domaine de la coiffure que de la sécurité publique ou la technologie. Ou le CIS aussi est également présent. Donc, une quarantaine d'employeurs qui sont à la recherche de personnes qui, justement, eux voudraient travailler en quelque part. Tout le monde y trouve son compte. C'est vraiment intéressant de voir aller ça. Il y a des entrevues qui se donnent sur place. À titre d'exemple, l'année dernière, 80 entrevues ont été données ici à Saint-Jérôme et à la hauteur d'un emploi par un employeur, il y a quand même presque une quarantaine de personnes qui ont trouvé justement un emploi et des employeurs qui ont trouvé des travailleurs pour aller chez eux. Saint-Jérôme, c'est une ville en évolution, donc c'est sûr qu'il va y avoir de nouveaux projets immobiliers pour loger les gens, mais les employeurs recherchent aussi un endroit près des gens pour justement avoir une main-d'œuvre qualifiée ou rapide obtenue justement dans cette circonstance-là. Il y a des longues files et surprenamment des endroits inattendus comme la technologie. Chez Assis Ouellet, c'en est un. On parle des gens qui s'intéressent aussi à un emploi en sécurité publique, justement au niveau policier. On parlait du CIS tout à l'heure, préposé aux bénéficiaires. Beaucoup de gens veulent travailler dans ce domaine-là. Alors, tout le monde y trouve son compte.
Moi, je suis ravi et il y a une chose qui est claire. Quand on trouve un emploi qui nous passionne, on participe à une vie de notre communauté et les gens vont encourager les commerces, demeurent à Saint-Jérôme, vivent dans la ville la plus verte des Laurentides, la plus verte du Québec, et moi je dirais la plus verte du Canada, avec nos 127 parcs, mais aussi avec des gens qui justement s'impliquent et travaillent. C'est important de travailler, aller le matin, le soir, alors avoir un but, puis même Saint-Jérôme s'implique au niveau de plusieurs personnes en situation de précarité d'emploi avec les projets tapage. Alors on essaie que tout le monde soit heureux et qu'on travaille. On avait évalué à l'époque, on est maintenant 87 000 habitants à Saint-Jérôme. Donc, il fallait créer cet endroit-là, en collaboration évidemment avec notre bureau de développement économique qui fait du bon travail et aussi avec Emploi Québec. Mais il fallait créer ce genre d'endroit justement où les employeurs pouvaient avoir accès direct à une main-d'œuvre. Et je voyais, il y a des tables, il y a des applications d'emploi qui se font. J'ai des amis à moi qui vont venir ici aujourd'hui, justement parce qu'il y a des domaines qui les intéressent. Et ce sont tous des employeurs de Saint-Jérôme. Comme je disais tantôt, ils sont une quarantaine. Et très fiers d'être ici, puis ils sont là vraiment pour répondre aux questions des gens, puis chercher la main-d'œuvre. Et c'est la clé. Parce qu'on a beau prétendre, Saint-Jérôme, on a un parc industriel qui est en expansion, innovant, mais ça prend des travailleurs aussi pour le meubler. Alors, et ça prend des logements pour les loger. Alors, comme tout est dans tout, nous autres, on est présents, Saint-Jérôme est impliqué là-dedans. Ça fait énormément plaisir d'être ici ce matin. Moi, c'est Caro, propriétaire du Pose Coiffeur. On est 6 employés, puis sans pression, sans prétention. Il y a un petit salon cosy, familial. Nous, dans le fond, ça fait 3 semaines qu'on est ouvert. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, on va venir chercher plus de visibilité ici, dans le fond. On offre des coupes gratuites, on coiffe, dans le fond, juste pour montrer qu'est-ce qu'on fait, puis inviter les gens à venir nous voir, puis nous promouvoir, là. On est à la recherche de 2 coiffeuses puis une manucuriste. On a rencontré des gens potentiels, c'est vraiment le fun, il y a vraiment beaucoup de gens, là, fait qu'on s'attendait pas à ça, là. Le type d'emploi, je cherchais des chariots élévateurs avec sécurité, CGM. Normalement, moi, je cherchais travail dans l'entrepôt. C'est beaucoup difficile. Il y a beaucoup de compagnies ici. Moi, j'ai déposé CV et je parlais avec beaucoup de gens ici. Bon, je suis nouvelle arrivant ici, mais j'ai beaucoup d'expérience aux États-Unis. J'ai fait beaucoup d'expérience dans l'entrepôt. Et j'ai venu ici aussi. J'ai fait du bénévole ici. Et j'ai cherché pour travailler dans l'entrepôt, mais c'est un peu difficile. J'ai déposé CV partout, mais j'arrive pas à trouver un emploi. Et j'ai appelé, c'est difficile. Mon nom est Kunal. Mon type d'emploi est la formation d'ingénierie. C'est mon type d'emploi préféré. Je me laissais 20 CV aujourd'hui avec les emplois. J'ai connecté avec le profil LinkedIn et échange le courriel aussi. J'habite à Montréal. Je visite Saint-Jérôme pour découvrir la ville et je suis plus intéressé pour déménager ici. Merci Clara, on se revoit demain. Au revoir Claude. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos artisans suit à l'instant. Je vous invite également à prendre connaissance de l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.